Normalement, donc on va démarrer. Déjà, on vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. On ne pensait pas que le format de réunion visio, dans le jargon qu'on appelle webinar, allait réunir autant d'agriculteurs. C'est un format qui nous convient bien parce que on avait pas mal de choses à vous dire, à la fois sur le marché, etc., etc. Donc voilà, l'objectif au travers de cette réunion, si je fais l'introduction, eh bien, du coup, c'est de vous présenter un petit peu tout ce qui va se passer, enfin déjà tout ce qui s'est passé depuis la moisson et le reste. Donc voilà, c'est notre première réunion post-Covid. Vous savez qu'on a l'habitude de vous voir à des réunions hivernales ou à des réunions de fin de campagne, au vu des contextes sanitaires qu'on avait eu depuis 2 ans maintenant. Du coup, on n'avait pas fait beaucoup de réunions. Or là, au vu du début de la campagne, comment ça se passe, on a préféré du coup organiser et ne pas attendre les réunions hivernales pour on va dire, se voir, même si c'est en visio. Première chose à dire, je fais juste un petit bilan de la campagne passée parce que comme on ne s'est pas vu depuis, ça peut permettre de remettre aussi un petit peu les choses dans leur contexte. Comparateur agricole est toujours en très forte croissance avec l'année dernière un volume de 350 000 tonnes qui a été collecté chez vous les agriculteurs, ce qui a représenté un chiffre d'affaires d'autour de 100 millions d'euros. Donc voilà, une très forte croissance par rapport à l'année passée, à la récolte passée. Ça, c'est une première chose. Et cette année, il y avait quasiment 200 000 tonnes de collectées avant la moisson. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose au vu des problématiques à la fois de prix mais aussi de qualité. Mais du coup, on vise cette année une collecte d'environ 450 000 tonnes. Donc voilà, ça c'est une première chose. L'objectif, c'est de tenir cette tendance sur la récolte 2021 et voilà, de revenir à votre rencontre cet hiver. C'est ce que je disais tout à l'heure au travers de réunions présentielles hivernales. L'objectif de cette réunion, c'est le dernier point, et donc là du coup j'enchaîne sur le sommaire de la réunion. C'est que ce soit assez condensé quand même malgré tout. Donc on va passer on va dire de sujets. D'abord une analyse marché qui va être animée par Hector et par Benjamin. Donc on va passer le blé, le colza et le maïs. Ensuite, une analyse marché des engrais. Et donc là, du coup, c'est Louis Gaulier qui va s'occuper de ça. Louis a repris les rênes sur tout l'approvisionnement de comparateurs agricoles, les phytos, les engrais, les semences. Vous le connaissiez si vous êtes agriculteur en Beauce, c'est lui qui s'occupait des secteurs et il a évolué à ce poste depuis maintenant un mois. Et donc, vous avez sur le secteur de la Beauce sûrement eu Julien depuis qui a pris le secteur. Ensuite, on va parler des problématiques logistiques que nous avons rencontrées en début de campagne et du coup, évidemment, on parlera également des problèmes qualité. Donc voilà, donc je prendrai personnellement ce sujet pour expliquer ça. Donc voilà, évidemment, n'hésitez pas à nous partager vos questions tout au long de nos échanges, ce qui va permettre au fur et à mesure d'y répondre. Donc voilà, objectif, c'est de ne pas déborder d'une quarantaine de minutes, enfin 30-40 minutes, on va dire, de présentation pour se laisser un peu de temps avec vous au niveau des réponses, enfin des questions-réponses un peu plus tard. Ça va pas être très pratique, je vais bouger et je vais laisser Hector prendre la parole pour le début de l'analyse marché des céréales. Bonne réunion et à tout à l'heure, je vous retrouve moi pour la logistique et pour la qualité. À tout à l'heure. Je peux avoir l'écran comme ça, je verrai si je suis bien centré. Oups. Donc bonjour à tous, donc Hector Pointeau pour l'analyse de marché. Donc sur le marché, je tourne la slide. Donc sur le marché du, je vais regarder sur le petit écran. Donc on a divisé donc l'analyse par produit, donc avec un petit focus production, un focus demande et une troisième partie sur les tendances à moyen et long terme. Donc pour le blé, on s'attendait au mois d'avril, mai, juin, une forte production au niveau mondial. Et finalement, la moisson arrivant, on s'est rendu compte que la production attendue n'était pas là, notamment en Russie, avec une baisse par rapport à l'an dernier de 13 millions de tonnes. Au Canada, suite à la sécheresse, on a une baisse de 12 millions de tonnes par rapport à l'an dernier. Et en Europe, donc on a une hausse de 14 millions de tonnes par rapport à l'an dernier, mais l'an dernier, la récolte européenne était quand même, il y a une petite récolte en Europe. Par contre, cette année, on a quand même une problématique qualité qui est assez importante.
Côté demande, donc on a des achats assez réguliers de la part des pays du Maghreb, comme l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, donc qui créent une tendance, enfin des demandes régulières et donc une dynamique sur le marché export qui est assez importante. On a également une demande sur l'Asie qui est assez importante, donc que ce soit en blé meunier et en blé fourragé, notamment de la part de la Chine, donc qui a permis de nombreux bateaux d'export cet été et des bateaux qui seront encore à venir sur septembre, octobre et novembre. Et enfin, donc en ce moment, on a quand même un avantage avec l'euro-dollar sur l'export, donc ça permet d'être compétitif sur la scène internationale. Donc globalement, la tendance à venir, donc on s'attend nous à une stabilité, voire une légère baisse du marché sur le court terme avec l'arrivée du maïs et une reprise de la demande sur du moyen terme, moyen long terme, grâce à la forte demande au niveau mondial. Toutefois, on a mis deux petits point d'attention qui est la récolte du blé en Australie. Excusez-nous, on a marqué maïs dans la slide, mais c'est la récolte de blé qui est attendue à 32 millions de tonnes en Australie. Donc c'est une récolte qui s'annonce encore une nouvelle fois record, donc qui pourrait créer un petit peu de pression sur le marché à partir de janvier. Et également la taxe à l'export russe qui est en place en ce moment, donc qui permet de limiter les exports de la Russie. Par contre, ça pourrait, si un jour le gouvernement russe décide de supprimer cette taxe, on pourrait avoir une grosse masse de céréales russes sur la scène internationale et donc ça aurait un impact baissier sur le marché. Sur les fermes pilotes, donc aujourd'hui, sur la récolte 2020, donc on est avancé à 50% avec un prix de vente moyen de 224. Donc ça, c'est un prix de vente moyen matif qui ne prend pas en compte le départ ferme, donc les bases, ni les primes à Rouen. Et on a commencé les ventes pour la récolte 2022 cette semaine, donc sur un prix de vente matif actuel, donc autour des 220-223. Concernant le maïs, donc on observe une augmentation de la production qui est attendue. Les récoltes commencent, que ce soit aux États-Unis, en France et en Ukraine. Donc une augmentation qui est attendue par rapport donc sur le continent européen et le bassin mer Noir, quand même des productions qui étaient très faibles l'an dernier. Donc on reviendrait sur un niveau moyen, entre guillemets. Aux États-Unis, donc 381 millions de tonnes, c'est un niveau record par rapport aux dernières années. La Chine, qui est l'un des plus gros producteurs de maïs au monde, s'attend aussi à une production assez record. Alors attention toujours aux données provenant de Chine. C'est toujours compliqué de vérifier la véracité des informations. Et la surprise, et donc ce qui crée un peu de tension sur le marché actuellement, c'est la récolte brésilienne qui est très faible. Donc ça, c'est une récolte c'est une production qui est déjà récoltée, donc à 85 millions de tonnes. Et c'est ce qui crée en ce moment une tension sur le marché parce que généralement le Brésil produit 100 millions de tonnes et là aujourd'hui il y a des manques sur le marché intérieur et sur l'export. Concernant la demande, donc on observe que le maïs reste compétitif par rapport au blé, donc ce qui crée toujours une dynamique au niveau des ventes. La Chine a été présente de manière très importante cet été. On les voit un petit peu moins à la veille de leur récolte et également à cause de la problématique du cheptel porcin avec, on entend dire, une recrudescence de la peste porcine. Donc les achats de maïs sont moins importants en ce moment sur la Chine. Ils peuvent très bien revenir dès demain. Enfin, donc un petit point sur les États-Unis. L'administration américaine a décidé d'une baisse d'incorporation d'éthanol dans les biocarburants. Donc ça peut créer un peu une lourdeur sur le marché à venir. Cependant, depuis la semaine dernière, on ne l'a pas forcément ressenti sur les marchés.
Donc dans les tendances, sur la tendance au court terme, donc on est neutre à légèrement baissier, donc en attendant la récolte. Et sur le moyen terme, comme pour le blé, puisqu'il y a une bonne demande, on sent des éléments haussiers, donc on s'attend à une tendance haussière sur du moyen long terme. En petit point d'attention, donc les semis en Amérique du Sud, donc au Brésil et en Argentine, ont commencé. Cependant, dans la région, c'est assez sec, donc on risque d'avoir des problèmes de levée. Et voilà, avec le phénomène de la Nina, donc qui est un phénomène climatique qui rend l'Amérique du Sud relativement sec et l'Australie plus humide. Donc c'est pour ça que depuis 2 ans, on a ce phénomène climatique et on observe des problèmes de production sur l'Amérique du Sud et des bonnes productions en Australie. Je vais laisser la place à Benjamin pour vous parler du colza. Bonjour à tous, du coup Benjamin, je vais vous parler du marché du colza. Donc sur ce marché, c'est un marché qui reste globalement très tendu, avec d'une part sur le territoire français, on a une année très compliquée, avec des semis qui sont déroulés dans le sec, et par conséquent la sole française était quasiment sur les plus bas depuis les 10 dernières années. Au-delà de ça, on a eu des problèmes ravageurs et du gel sorti hiver qui ont conduit à une récolte vraiment autour de 3 millions de tonnes. Donc c'est vraiment des plus bas, alors qu'habituellement sur la France, c'est plutôt du 4-5 millions de tonnes. Et au-delà de ça, on a eu un gros sujet cette année sur le Canada. Le Canada qui n'a produit qu'une douzaine de millions de tonnes, c'est-à-dire environ 7 millions de tonnes de moins que d'habitude. Il faut savoir que le Canada, c'est vraiment le gros pays producteur de colza à travers le monde. En Europe, on en importe même une partie de ce canola canadien, et que du coup, on a un vrai manque de graines à travers le monde. On a certes l'Australie et l'Ukraine qui font des récoltes plus que convenables, mais en fait, ces récoltes suffisent pas à compenser les pertes canadiennes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu globalement une graine de colza, un prix de la graine de colza qui a été en hausse plutôt constante au travers la campagne. Ça s'est ressenti aussi sur le prix des huiles. Vous avez d'ailleurs en bas à droite le graphe des prix des différentes huiles. Donc toutes les huiles sont plus ou moins corrélées entre elles. Donc l'huile de colza du coup est quasiment sur des plus hauts. On a l'huile de palme aussi qui est restée très très tendue cette année, donc du coup en hausse également. Et si vous voulez, ce complexe huile du coup, du fait d'avoir des prix d'huile très très élevés jusqu'à maintenant, ça a entraîné de bonnes marges de trituration pour les industriels sur le territoire. Donc malgré le fait que le prix de la graine soit élevé, si le prix d'huile monte en parallèle dans le même temps, du coup ça reste quand même globalement très positif pour eux, et du coup ça les incite à en acheter en continu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on atteint des sommets. On a aussi les prix de l'énergie de façon générale, voilà, le gaz, le pétrole qui se reprend depuis un mois. Ça participe aussi à une hausse en ce moment du prix de la graine de colza. Donc globalement, j'ai envie de vous dire que la tendance reste quand même plutôt haussière pour les mois à venir, et là sur la période hivernale tout du moins. La seule bémol à avoir, ça pourrait être le soja, avec des récoltes un peu plus supérieures qu'attendues, voilà, sur les États-Unis. On a aussi les usines françaises, notamment pour la trituration du colza, qui commence à être quand même bien couverte là, sur la fin d'année, sur le début de l'hiver. Et du coup, les usines présentent aujourd'hui un peu moins d'intérêt acheteur. Donc on risque peut-être d'avoir des petits coups de mou de temps à autre, voilà, sur le prix de la graine de colza. Mais globalement, pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça s'effondre. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, même si on a des petits coups de mou sur les semaines à venir, c'est pour que le marché se consolide un petit peu. On reste globalement plutôt haussier là sur l'hiver, et les perspectives de prix, je pense, potentiellement d'arriver à du 680-700 euros tonne sur l'hiver. Ça peut être le risque si jamais on trouve plus de marchandises aux alentours, sachant qu'aujourd'hui, on a déjà fait un petit sondage sur le site comparateur agricole, et on voit que les agriculteurs sont quand même plus ou moins engagés autour de 75% sur la campagne, quoi. Donc
Donc voilà, donc il y a un vrai risque d'avoir manque de graines euh, sur la fin de la campagne. Voilà. En termes de ferme pilote, bah nous, on avait engagé un petit peu avant récolte, bah comme beaucoup d'agriculteurs, parce que les prix étaient d'ores et déjà bah, plus que convenables à plus de 400 euros tonne pour le prix agriculteur. Et ensuite, on a continué voilà, de poursuivre les ventes au fur et à mesure de la hausse. On a accentué les ventes encore cette semaine pour être à 50% aujourd'hui. Mais c'est vrai que globalement, bah, les agriculteurs, ont tendance à être bah, plus engagés à ce stade. Sur la campagne 2022, on pense débuter les ventes là sur l'entrée de l'hiver si on fait des plus hauts à des prix agriculteurs. Voilà, ancienne campagne 680 euros tonne. On sera en nouvelle campagne à largement plus de 500 euros tonne, peut-être 530 par là. Et ça serait l'idée pour commencer les ventes en campagne 2022. Voilà. Je vais laisser la parole à Louis, du coup, sur la partie. Donc, pardon, je vois qu'il y a une question. Donc, on me demande jusqu'à cette hausse, jusqu'à quand cette hausse, j'imagine. Donc l'idée, ouais, c'est se dire, voilà, vraiment toujours de la fermeté pour l'instant sur la période hivernale. On a eu un peu plus de semis de colza aussi sur le territoire français. On parle peut-être de 10% de surface en plus que d'habitude parce que en fait, bah, les prix incitaient les agriculteurs à accentuer les semis dans leur assolement. Donc j'ai envie, mais pour autant, ça va pas changer la donne, en tout cas pour l'instant. Donc c'est pour ça, sur l'hiver, c'est globalement haussier. Après, l'idée, c'est est-ce qu'il va y avoir un élément macroéconomique, géopolitique bah, qui pourrait arriver. Bah, je pense notamment à un reconfinement au niveau mondial ou après voilà, des accords entre dirigeants, etc., qui pourraient voilà, imputer le prix de la graine de colza. Mais sinon, globalement, sur l'hiver, pas de raison que ça s'effondre loin de là. Voilà. Donc, du coup, je laisse la parole à Louis pour le marché des engrais. Merci. Hop, je pense qu'on me voit bien. Pour ma part, du coup, je vais vous refaire un petit point sur le marché des engrais en général. Donc, et puis dans un premier temps, du coup, vous faire plutôt une analyse marché au vu des cours bah, que vous pouvez voir et qu'on voit tout le monde que tout le monde voit actuellement. Donc sur cette petite slide, du coup, l'objectif c'était de représenter un peu les différents points, les différents éléments qui font qu'aujourd'hui le marché des engrais en général a littéralement explosé dernièrement. On subit des hausses qui sont hebdomadaires et qui sont très importantes. Et du coup, bah voilà, l'objectif c'était de représenter un peu les différents points. Pourquoi on est sur des niveaux qui sont très hauts actuellement? Bah, le premier élément, et on l'a resitué dans le petit graphe que vous pouvez voir à votre gauche, c'est l'augmentation très forte du prix du gaz. En fait, aujourd'hui, c'est un élément d'incorporation qui est très important dans la mise en place notamment de la fabrication de l'ammoniac et qui joue donc sur l'ensemble des engrais azotés. Aujourd'hui, le coût a très fortement monté, ce qui implique que le coût de production en fait des différentes usines est aujourd'hui très important, ce qui fait que ça se répercute en fait directement dans les prix agriculteurs. Le deuxième élément en fait qu'on connaît depuis le début, j'ai envie de dire, c'est l'interdiction d'exporter vis-à-vis des Biélorusses. Donc ça représente en grosso modo un volume d'environ 300 000 tonnes de tonnes en moins qui sont sur le marché. Le quatrième point, en fait, bah, c'est l'explosion suite à la sortie de la période Covid du coût de fret maritime, notamment sur tous les produits qui sont d'origine chinoise, comme des sulfates d'ammoniac, des choses comme ça, ou des urées. Enfin, l'urée qui est d'origine égyptienne, notamment, le coût du fret maritime a très fortement monté. Ce qui fait que bah voilà, ça c'est un petit coût en plus sur les différentes offres. Et ensuite, bah, des pays comme l'Inde ou encore peut-être prochainement la Chine qui font des très très gros appels d'offres, notamment sur l'urée. Notamment là en ce moment, on parle d'un appel d'offres sur l'Inde qui est de 2 millions de tonnes. Et du coup, ça représente voilà, des volumes très importants
qui sont mis sur le marché et qui du coup tendent un peu plus le marché en ce moment. À cela, du coup, la Chine a augmenté dernièrement ses taxes à l'exportation. Donc voilà le cinquième élément. Et enfin, le dernier élément, c'est tout simplement que on est quand même parti sur une campagne, notamment sur tous les engrais azotés, sur des niveaux de prix plus élevés que l'an dernier qu'on avait connu. Et du coup, il y a un retard des prises aux commandes en culture. Faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, on estime qu'aujourd'hui, il y a un retard de 75% sur les engrais azotés en Europe, ce qui est quand même très important par rapport aux différentes années. Et en France, on estime que le retard est un petit peu moins important, il est autour des 45%. Voilà. Donc, si on le joue dans le sens inverse, ce qui expliquerait qu'en fait, il y aurait 55% d'entre vous qui seraient couverts sur leurs besoins. Voilà. Et donc, on va revenir sur un deuxième petit graphique qui est plutôt intéressant. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un petit sondage qu'on s'est amusé à faire nous de notre côté, que vous pouvez retrouver sur le site directement. Et la question était toute simple, c'était quel est votre taux de couverture en engrais azotés? Et on peut voir le chiffre qui est peut-être qui est intéressant et à la fois un petit peu alarmant, c'est qu'en fait, il y a grosso modo 27% d'entre vous qui n'auraient tout simplement rien acheté en engrais azotés. Voilà, ça c'est un petit peu le signal d'alarme qu'on veut tirer, c'est que voilà, si c'est vraiment le cas, on a vraiment beaucoup de retard cette année. Et au vu du contexte, ça peut être notamment très dangereux parce que autant au niveau si on prend vraiment une offre prix, les prix étaient déjà montés sur des niveaux aussi élevés, mais là pour le coup c'était vraiment une loi d'offre et de demande qui faisait que les prix montaient aussi haut. Cette année, le problème c'est qu'il y a vraiment un problème, va y avoir vraiment un problème de pénurie sur le produit, sur différents produits. Donc voilà, c'est un problème en fait qu'on a tout simplement jamais connu, ou du moins il y a très très longtemps, qu'on n'a jamais connu en engrais, et on peut parler, je pense, aujourd'hui vraiment d'une situation de crise qu'on connaît sur le marché. Donc voilà, donc après suite à l'analyse marché, l'objectif c'était un peu de refaire un point sur les éventuelles perspectives, et plutôt avoir un petit peu un objectif de couverture. Aujourd'hui, il faut savoir que au vu de cette tension de marché qui est vraiment très très importante, la tendance sur l'automne, elle reste toujours haussière avec des fortes hausses. Voilà, là je voyais en dessous, si on reprend le petit tableau en dessous, actuellement je vous ai mis les prix qui se pratiquent en azote liquide, en urée, en 1846 sur du départ Rouen en vrac. Faut savoir que c'est même pas une question de mois, c'est dans les semaines à venir. On sait qu'on va avoir des hausses de l'ordre de plus 50 € tonne, notamment sur l'azote liquide, et plus 30 € tonne encore sur des produits comme de l'urée ou du DAP. Donc le taux de couverture aujourd'hui souhaité, il serait de 70%, parce que notamment tout ce qui va être anticipé. Alors aujourd'hui, toutes les commandes prix ferme vont être livrées, il n'y a pas de souci, il y a de la disponibilité, il y a pas de problème pour tout ce qui est passé en commande, il y a aucun problème. C'est d'anticiper en fait toute cette période qu'on va avoir début 2022 de réappro. On va avoir, je pense, de gros problèmes logistiques. Les différents transporteurs avec qui on travaille nous tirent déjà la sonnette d'alarme, dans le sens où ils ne pourront pas livrer plus que ce qui est disponible à Rouen, ou s'il y a un temps indisponible de 60 camions au jour pour charger, ils ne pourront pas en charger 80. Ça, c'est déjà impossible. Et on sait qu'on va avoir fortement, au vu des prix, une très forte demande sur de la réappro. Et ça va être très très difficile à gérer cette période de réappro d'un point de vue logistique. Donc même si les niveaux de prix restent encore très chers aujourd'hui et ne vont pas baisser dans l'immédiat sur les différents engrais, c'est de se couvrir, parce qu'aujourd'hui on sait pas trop où on va, mais ce qui est sûr, c'est que la situation devient très très critique. Et le dernier petit point, avoir une analyse, une tendance sur le marché, c'est très compliqué. Tant que le prix du gaz ne s'effondre pas, ou tant qu'il n'y a pas vraiment j'ai envie de dire, d'informations géopolitiques qui vont en la faveur des engrais, pour l'instant, il n'y a aucune perspective de baisse. La tendance est toujours sur du court terme haussière.
Voilà, après à voir si durant 2022, on a une tendance baissière qui s'affiche. Potentiellement, il y a une enquête qui a été menée sur les exportations biélorusses avec un rapport qui devrait sortir fin janvier. Fin janvier, du coup, on aura le résultat de ce rapport où potentiellement les Biélorusses auront peut-être, je dis bien peut-être parce que je veux rien promettre, le droit d'exporter à nouveau. Ça libérerait du volume et donc ça libérerait une grosse place sur le marché et donc on pourrait peut-être avoir une tendance baissière. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, clairement, il y a aucune perspective pour l'instant baissière sur le moment. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il reste en ce moment, actuellement, au jour le jour, il n'y a plus de dispo en azote liquide. On attend des nouveaux prix qui vont sortir sûrement semaine prochaine. Voilà, aujourd'hui, faut savoir qu'il reste des disponibilités sur de l'urée encore pour le moment, jusqu'à ce que je n'espère pas que les Chinois et les Indiens vont tout acheter. Mais en gros, aujourd'hui, il reste disponible sur de l'urée, du DAP. Mais voilà, en fait, toute forme, en fait, j'ai envie de dire, d'engrais azoté se fait rare. Et du coup, il y a une très forte demande de votre part. Voilà, après, ça va être de savoir, en fait, où le point de limite se situe, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse sur le taux de limite, quoi. Clairement, avoir de l'azote liquide qui va ressortir à des plus de 500 € c'est des choses qu'on n'a jamais connues. Donc voilà, ça pose question et le post-engrais va être très important sur les exploitations cette année. Et donc la dernière petite slide voilà, qui vous est présentée, bah, c'était en fait de peut-être trouver des alternatives par rapport aux différentes habitudes de chacun. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je dis, il y a des disponibilités en urée en DAP. Il y a sûrement y avoir des engrais type modulaire qui vont ressortir sur le marché, notamment pour apporter un peu de soufre ou un peu d'azote avec du phosphore. Mais voilà, aujourd'hui, toute forme de soufre est très rare. Il n'y a plus de sulfate d'ammoniac sur le marché parce que tout est d'origine chinoise et ils ont tout bloqué. Donc voilà, qu'aujourd'hui, comment apporter du soufre, par exemple, ça peut être via du thiosulfate si vous travaillez avec de l'azote liquide ou tout simplement de travailler. Nous, je sais que de notre côté, on va sûrement avoir des prix prochainement sur du sulfonitrate à 26,37. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, si vous avez l'habitude de travailler avec des produits, il faut peut-être tout revoir et voilà. Mais il faut, je pense, ne pas faire d'impasse parce que faire de l'impasse sur de l'azote, c'est aujourd'hui prendre un très gros risque vis-à-vis de la prochaine récolte qui est à venir. Voilà, c'est autant faire des impasses sur du phosphore, de la potasse. On sait que pour certaines cultures et certains types de sols, c'est possible. Aujourd'hui, faire de l'impasse sur de l'azote, on sait très bien que c'est impossible. Voilà. Donc, je réponds éventuellement à une question. Voilà, j'ai une question de comment envisager le réappro en février. C'est simple, pour l'instant, en fait, on n'a pas d'offre sur de la réappro sur du février. On a des offres en fait jusqu'à du novembre, décembre. Pour l'instant, aucune offre sur de la réappro. Ce qui est sûr, c'est que quand il y aura des contrats qui vont sortir, il faudra se jeter dessus un petit peu. Voilà, il y aura, je pense, pas beaucoup de volume. À des niveaux de prix, je n'en sais strictement rien. Mais voilà, faudra sûrement aller dessus. Et voilà. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune perspective et vision sur ce. Et voilà, logistiquement parlant, il faudra anticiper ses besoins. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas appeler, je pense, 2 ou 3 jours avant l'utilisation, dans le sens où dès que les cuves seront un peu près vides et on pourra recevoir un camion, il faudra vraiment anticiper tout ce côté logistique. J'avais une autre question sur aujourd'hui, quels prix se traitent en amont 33,5. On est grosso modo aujourd'hui autour de ce qu'on a pu racheter pour le moment, autour des 550 € tonne Big Bag franco, enfin rendu chez vous. Ça fait un 530 à peu près en vrac. Faut savoir qu'il y aura, annonce encore, des hausses dans les jours à venir. Donc voilà, où la limite se situe. Il y en a qui parlent que ça va monter à 600 € de la tonne. Pourquoi pas? Enfin, il n'y a pas de. J'ai l'impression que personne ne connaît trop la limite. J'avais une question sur le risque de pénurie au printemps, manque de marchandises. Bah oui, quoi, on l'a évoqué. Hein. Je pense pas qu'il y aura non plus, il y aura énormément de volume sur le printemps. Donc voilà, c'est ce que je dis, ça va être entre guillemets de se jeter un peu sur ce qu'il y aura, quoi, parce que voilà, faut savoir que nous on travaille exclusivement sur des camions rendus vrac.
faut savoir qu'il y a un gros marché à côté quand même qui est tout le marché COP qui eux se base vachement sur en fait du stock qu'ils ont en amont dans leur dépôt et aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'approvisionner dans leur dépôt. Donc ça montre vraiment tout le problème qu'il y a d'approvisionnement sur le marché en global. Et hop, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Une dernière question. Alors, voilà, il y avait encore 2 questions qui viennent de tomber. Les perspectives sur du long terme, pour l'instant, sur la nouvelle campagne, on en discutait avec des traders et des producteurs directement. Eux, pour l'instant, n'ont aucune vision de marché. En fait, je pense que la grosse problématique pour eux, c'est surtout cette problématique prix du gaz, qui est surtout un gros problème pour eux. C'est ce qu'ils nous disent et qu'ils nous répètent, hein. Il ne faut pas qu'on ait un hiver froid sur l'ensemble de l'Europe, parce que d'une, ça va coûter, enfin, on va privilégier le gaz au niveau des ménages, et ensuite, enfin, on va clairement avoir un problème sur une pénurie de gaz, quoi. Voilà. Donc c'est surtout cette grosse problématique gaz qui les inquiète sur la nouvelle campagne. Après voilà, je pense que si on arrive à avoir des prix nouvelle campagne qui ressortent autour des 250 € tonne peut-être rendus, bah en fait aujourd'hui quand on voit les prix du blé quand même qui montent, qui sont bientôt sur je vois du départ ferme là en ce moment à 240, il faudra peut-être y aller en fait tout simplement. Je pense que l'an dernier le problème qu'on a eu c'est qu'on avait un décalage en fait entre notre prix du blé et le prix des engrais azotés qui est sorti à 220-230, on avait 40 € tonne grosso modo de décalage. Et et aujourd'hui, je pense qu'on aurait un prix nouvelle campagne qui sortirait à 220-230, on irait tous parce qu'on se dirait le prix du blé, c'est un peu un repère que beaucoup ont. Le prix du blé un camion de blé vaut un camion d'azote. Bah voilà, ça serait peut-être des choses à anticiper et je pense que sur ces niveaux de prix-là, l'an prochain, faudra se couvrir parce que comme on peut le voir cette année, on n'est jamais à l'abri de savoir ce qui peut se prévoir à l'avance, quoi. Voilà. Et alors je reprends une dernière. Putain, les questions tombent. Le thiosulfate est-il disponible? Alors oui, le thiosulfate est disponible. C'est pareil, à mon avis, je pense que d'ici 2-3 semaines, il va y avoir des très très grosses tensions sur ce produit-là, parce que c'est un coproduit du nitrate d'ammonium. Donc attention, hein, qui dit tension vraiment sur tout produit. Alors, il y avait une autre question. Apparemment, certains produits phyto ne sont plus disponibles. Pour combien de temps? Alors, ça, c'est vrai qu'il y a des pénuries également sur les produits phyto. Alors, c'est un autre sujet. Pour combien de temps? Je pense que c'est ponctuel, hein. Sur les phytos, on va réussir à retrouver de la matière. Mais notamment, si on prend un exemple tout bête, aujourd'hui, il n'y a plus de glyphosate sur le marché. Donc, les Chinois ont très fortement remorté du coup leur taxe à l'export. Ils ont entre guillemets peu de volume, peu de matière active de disponible. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une très grosse problématique qui se joue un petit peu en plus. Mais voilà, pas aujourd'hui vraiment de réelle pénurie comme on peut le voir sur les engrais. Voilà. Oui, je pense qu'on va enchaîner. À la limite, on finit et puis à la limite, on reprendra les questions sur l'engrais. Sur la fin, j'essaierai de répondre. Je vois notamment pourquoi les Biélorusses ne veulent-ils pas exporter. J'y répondrai tout à l'heure. Voilà. Je vais redonner la parole à Pierre-Antoine, du coup, qui va vous faire un petit point sur la logistique. Merci à tous. Bon, ce qui est très bien toutes ces questions parce que ça permet de voir que quand même malgré tout, même à distance, il y a de l'interaction et on préfère ça. Donc je reprends la main pour la partie logistique et ensuite la partie qualité, qui ont été 2 sujets prédominants pendant la campagne. Donc déjà sur le mois d'août, comparateur agricole, nous avons transporté 42 000 tonnes de céréales seulement sur le mois d'août, parce qu'au final sur le mois de juillet, il n'y a pas eu grand-chose en départ, sachant que la moisson a été légèrement décalée, enfin plus que légèrement. Donc voilà, ça représente 1423 camions, ce qui est quasiment un record pour la société. Donc voilà, il y avait beaucoup de contrats qui étaient sur le début de la période, enfin tout de suite après la moisson, et donc voilà, et donc du coup une demande logistique qui a été très forte. Le seul problème, c'est que ces 42 000 tonnes, c'est à la fois une fierté, mais aussi une problématique, parce que ce flux logistique a un impact qui n'est pas des moindres.
Déjà, si je commence par le début, c'est une moisson qui est décalée de 3 semaines. La problématique avec cette moisson qui est décalée, c'est du coup la disponibilité des camions. On a beaucoup de camions pendant la moisson qui font de l'intersilo. Nous, on fait du direct ferme. Et donc, on a beaucoup de nos transporteurs qui étaient mobilisés à encore rouler des céréales pour nos confrères coopératives et négociants sur des silos locaux et qui n'étaient pas encore disponibles pour monter sur Rouen. Or, la demande était très forte. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une forte demande de votre part, donc les agriculteurs sur des départs rapides, ce qu'on comprend pour des besoins de trésorerie, aussi parce que les prix étaient intéressants sur juillet-septembre. Donc évidemment, je comprends qu'on veuille faire partir des céréales de bonne heure. Par contre, on avait beaucoup de contrats qui étaient sur juillet-septembre, et les agriculteurs nous demandaient dès le mois de juillet, ou en tout cas au mois d'août, juste après la moisson, que ça parte immédiatement pour, je prends l'exemple de l'orge pour faire rentrer du blé, ou sur d'autres cultures pour faire rentrer d'autres cultures. Ce qui est un peu compliqué pour nous, c'est-à-dire que si on a des contrats juillet-septembre, il faut bien comprendre que chez nous, on entend un départ sur juillet, sur août ou sur septembre. On a proposé des contrats sur juillet sec, sur août sec et sur septembre sec. Ce qu'il faut surtout pour les années à venir, c'est bien anticiper vos souhaits de départ pour que nous, on ne soit pas bloqués et qu'on puisse bien répondre à votre demande. Plus on anticipe, plus on sait qu'il faut que ça parte sur juillet, et bien évidemment, on fera l'effort pour que le camion parte sur juillet. Mais transformer en pleine campagne des camions, des contrats juillet-septembre uniquement sur juillet, c'était chez nous, avec 42 000 tonnes de céréales livrées sur août, c'était hyper compliqué à gérer ce switch de contrat. Donc voilà, donc surtout pour les prochaines campagnes, il va bien falloir anticiper ça et faire des contrats par rapport aux dates souhaitées de départ. Donc ça, on travaille là-dessus avec l'équipe marché, de réussir à avoir des contrats mois par mois sur Rouen pour que vous puissiez viser le mois souhaité. Ça, c'est une autre chose. La problématique que nous, on a eu également, et ça a impacté la logistique, c'est les qualités qui étaient inconnues en départ ferme. Il faut bien se mettre en tête que par rapport à une coopérative ou un silo qui reçoit chacune de ses remorques et qui analyse chacune de ses remorques, nous, c'est vous qui avez entre les mains votre lot de blé, donc qu'on doit venir charger. C'est pour ça que dès la moisson, nous vous avons envoyé un formulaire de renseignements pour connaître les PS et les autres qualités, mais comme le PS a été le facteur limitant, on vous a envoyé un formulaire, on n'a eu que 200 retours. 200 retours sur 3000 agriculteurs livreurs. Du coup, c'est trop peu. Et donc, il était compliqué aujourd'hui d'adapter notre logistique par rapport à nos débouchés avec cette incertitude d'EPS en fonction des zones de départ. Donc, c'est vrai que ça, c'est pareil. Au niveau de la logistique, on a pas mal basculé d'une zone géographique à une autre pour réussir à maintenir correctement les besoins de nos acheteurs et surtout d'éviter de déclasser trop de l'eau au départ de chez vous. Et enfin, la dernière problématique, c'est que il y a eu du travail pour tout le monde et on l'a bien compris et on le sait, hein, parce que vous savez bien que dans l'équipe, on est de nombreux fils d'agriculteurs et agriculteurs. Donc évidemment, tout le monde était sursollicité. Vous, en tant qu'agriculteur, la moisson était tardive. Derrière, vous avez enchaîné avec les semis de colza. Là, on attaque les semis d'orge. Donc évidemment, on a beaucoup de travail. Ça, on l'entend. Par contre, il y a trop d'indisponibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des volumes qui sont croissants, on se retrouve parfois avec une équipe logistique qui n'arrive pas à les charger parce que on a tout simplement des indisponibilités au départ des fermes. Donc voilà, moi ce que je vous demanderais, c'est vraiment avoir un peu plus de souplesse vis-à-vis de nous, l'équipe logistique, pour qu'on puisse charger au maximum quand nous on a des opportunités de camions au départ des fermes, sinon ça crée des décalages. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours simple, mais du coup le fait que quand on fait du direct ferme, il faut qu'on puisse assumer ces chargements. Alors je dis pas, on n'appelle pas la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir, même si parfois, et je le remercie, ça peut arriver, mais quand on essaie de prévenir à l'avance, qu'on arrive quand même à se mettre d'accord sur des rendez-vous avec vous. Donc voilà. Je vois pas les questions, je les reprendrai juste après. Je finis juste cette partie logistique et je vais reprendre, parce que j'imagine qu'il va y en avoir vis-à-vis de tout ça. Ok, je continue, j'enchaîne, on verra après. Sur la logistique, donc tout ça, ça a créé des décalages et on le voit également en colza. C'est-à-dire que tous les contrats juillet-septembre de colza, alors ils sont pas tous décalés, on a déjà une bonne partie qui sont chargés. Malgré tout, le fait que la forte demande portuaire était axée sur du blé, on a également axé nos besoins logistiques sur du blé. Et ensuite, le colza est arrivé un peu plus tardivement. Alors je parle pas de la récolte, je parle bien des besoins logistiques. Et donc du coup, on a des petits retards d'expédition sur les colza avec des décalages qui vont être sur la première quinzaine d'octobre. Normalement,
tout le monde a été appelé. Vraiment, normalement, l'équipe commerciale a rappelé tous les agriculteurs pour vous prévenir qu'il allait avoir ces décalages-là. Et si vraiment il y a eu des exceptions ou vraiment des demandes particulières, je pense à faire rentrer du maïs, à faire rentrer des animaux, à faire rentrer d'autres cultures ou quoi que ce soit, normalement, on les a bien pris en considération. Pourquoi on a des difficultés logistiques en colza? Alors déjà, on a en ce moment des transporteurs qui ont évidemment beaucoup plus d'appétence pour aller sur du portuaire. Pour eux, c'est plus logique, c'est plus simple. Ils ont des retours. Donc aujourd'hui, ils préfèrent aller sur du portuaire que d'aller sur le Merlot. Sur le Merlot, sur l'usine du Merlot, on a des difficultés de prendre nos rendez-vous qui créent également des décalages avec un nouveau système de créneaux qui ne donne pas beaucoup de souplesse à nos transporteurs. Donc du coup, tout ça, ça crée une petite frustration entre transporteurs et débouchés. Et enfin, comme vous le savez, vous avez été nombreux à rentrer dans cette démarche et ça a été un succès l'année dernière, c'est le GES, le gaz, les colza bas gaz à effet de serre. Les volumes ont été exponentiels sur ces types de contrats, mais qui nous a créé une certaine dépendance d'une usine et donc du coup forcément du coup à une dépendance logistique également en fonction des besoins de cette usine. Donc forcément tout ça, ça décale et ça rend la logistique un peu moins fluide. Donc voilà, donc aujourd'hui ce qu'on peut conclure sur la logistique, c'est des volumes qui croient beaucoup, 42 000 tonnes sur le mois d'août, c'est pas rien à transporter, ça fait 13 000 camions. Et donc, évidemment, des contraintes cette année que vous connaissez sur la qualité, et je vais y revenir dessus tout de suite de toute façon, et également sur l'ensemble de la logistique dans sa globalité. Donc moi, juste, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais vraiment essayer au maximum d'apporter une certaine souplesse à l'équipe logistique. Normalement, Julien et Vincent étaient avec nous ce soir, mais ils sont encore en train de travailler pour caler les camions au fur et à mesure. Donc voilà, on sait que c'est compliqué, mais il y a eu énormément de flux là sur cet été, et c'est vrai que quand on passe beaucoup de coups de fil pour charger les camions et que souvent on nous dit non je fais ça, non je fais ça, on le comprend, évidemment on sait qu'il y a beaucoup de travail, mais il faut à un moment donné qu'on puisse aussi charger les camions. Donc voilà, je vais juste sur la logistique, je vais regarder s'il y a des questions. Alors je remercie parce qu'il y en a qui nous disent que sur les paiements qui sont maintenant à 15 jours, c'est mieux. Donc tant mieux. C'est vrai que sur les paiements maintenant, c'est 15 jours fin de livraison qui vous permet d'avoir une assurance, on va dire, ou de couvrir une partie de votre fonds de roulement. Donc ce qui est pas plus mal. Peut-on mieux cerner les dates d'enlèvement, comme par exemple octobre-décembre? Ok, donc ça je l'entends. Au niveau des dates d'enlèvement, on a du trimestriel, donc par exemple du octobre-décembre, mais également sur certains débouchés, on arrive à faire du octobre sec, du novembre sec et du décembre sec. Quand on sait le faire, normalement sur le site internet, vous avez bien ces périodes-là. Et on se bat pour essayer de vous l'apporter au maximum, parce qu'on sait que vous, ça a des impacts de trésorerie, parce que si les camions partent plus tard, vous êtes payé plus tard. Donc évidemment, ça on le comprend, mais également vis-à-vis organisationnel, de quand vous êtes dans les champs, quand vous êtes plus on va dire disposé à charger des camions. Donc évidemment, on essaie de le faire au maximum. En colza, c'est plus compliqué. En céréales, quand on peut le faire, on le fait. Je continue sur les questions avant de passer à autre chose. J'ai pas vu passer ce questionnaire de qualité. Dans ce cas, on va le renvoyer. On va renvoyer ce questionnaire de qualité parce que vraiment, il est très important pour nous de savoir ce qu'il y a au départ des exploitations. Donc dans ce cas-là, on va le renvoyer. On l'avait envoyé par mail, soit au mois de juillet ou soit début août, quand on a vu que les PS n'allaient pas être à la hauteur. Donc du coup, on l'a fait. Comment expliquer des différents PS? J'arrive dessus. Je continue les questions. Les PS, j'ai une autre question sur les PS, donc on va arriver dessus. Les grilles de pénalité, on va arriver dessus. Pourquoi y a-t-il de telles difficultés sur le Merlot? Du coup, je viens juste d'en parler. Entre les rendez-vous et aujourd'hui la logistique qui est plutôt axée sur du portuaire fait que, en effet, sur le Merlot, on a de plus en plus de mal à avoir accès à cette usine, ou en tout cas les transporteurs préfèrent en tout cas aller sur Rouen. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un manque de logistique sur le Merlot. Je vois également pas assez de transparence sur nos résultats de nos camions. Alors sur les résultats des camions, on a une équipe, il y a 2 personnes qui font que ça, donc du coup qui réceptionnent les poids et les qualités à la réception sur Rouen, et derrière vous les renvoie le plus rapidement possible par mail, et vous les retrouvez dans vos récapitulatifs de chargement. Les récapitulatifs de chargement, c'est compliqué, sachant que on réceptionne pas ça chez nous à Chartres, ça arrive à Rouen ou sur les différents débouchés. Alors sur Rouen, c'est assez
rapide parce que quand les camions arrivent, on a, nous, un extranet avec eux où on a accès directement à nos qualités. Par contre, sur les usines, comme les fabricants d'aliments du bétail ou sur la Belgique, c'est pas du tout la même cadence. C'est-à-dire que ils nous font souvent un récap soit de fin de journée ou soit de fin de semaine, qui fait qu'on n'a pas toujours. Quand il y a des problèmes, on le sait. Quand il n'y en a pas, bien du coup, on a les récaps souvent à la fin de la semaine ou à la fin de la journée. Ce qui fait que c'est peut-être un peu moins fluide. À nous d'améliorer ça. Il y en a qui nous disent d'envoyer le replay quand on aura fini. Oui, évidemment, on vous enverra ça, pas de problème. Ok, je passe, il n'y a plus de questions, j'y vais. Qualité. Donc là, ça va être le point du coup un petit peu important quand même de cette campagne parce que la qualité a été le facteur limitant de cette campagne. Voilà, nous, Comparateur Agricole, c'est la 6e année que l'on collecte des céréales. Je pense que c'est la première année qu'on connaît une telle, on va dire, problématique qualité et surtout autour du PS qui, on est tous d'accord, n'est pas forcément une problématique de qualité qui va pas forcément avoir un impact qualité sur je pense à la meunerie ou sur d'autres choses. Par contre, ça a souvent des impacts de rendement, c'est-à-dire que, évidemment, quand on passe un certain nombre de tonnes de blé, plus le PS est faible, plus il faut en passer. Donc forcément, ça a un impact sur les débouchés. Malgré tout, les normes qualité à l'export aujourd'hui en France, c'est 76 de PS minimum, et aujourd'hui, la récolte moyenne française est de 74,9 source France Agrimaire. Donc voilà un petit peu, donc aujourd'hui, on doit réussir à respecter nos contrats et surtout avant récolte, parce que c'est ceux-là où aujourd'hui les réfactions sont les plus compliquées, parce que ils étaient en majorité engagés sur des PS 76, et en fait on se rend compte que malgré tout sur nos exploitations, dans nos stocks, on a du mal à respecter cette qualité de 76. Donc voilà, donc 74,9 c'est une moyenne. Alors c'est assez disparate entre le nord de la France qui était un peu plus tardif en récolte et donc du coup qui se retrouve sur certaines régions avec des PS un peu plus limités, ou des zones qui ont pu récolter un peu plus tôt et qui ont pu échapper, j'ai envie de dire, aux pluies pendant la moisson et qui se retrouvent avec des PS, on va dire, cohérents ou en tout cas aux normes, ou voire même sur certains secteurs où on a largement le 76. Mais malgré tout, ce n'est pas les moyennes que l'on retrouve cette année. Pour aller jusque-là, donc déjà, je voulais juste vous réexpliquer comment aujourd'hui ça se passe sur Rouen, parce que avant qu'on parle de réfaction, etc., il faut quand même que tout le monde comprenne comment on constitue un lot sur Rouen. Quand on vend sur Rouen un lot de blé, on vend un nombre de camions. Donc on vend 30, je prends un exemple, mais c'est vraiment un exemple, ça peut être plus, moins, etc. Mais donc du coup, on va constituer un lot de 1020 tonnes sur Rouen, soit 34 camions. Faut nous qu'on soit dans la capacité de constituer ce lot de 1020 tonnes. On vend des lots plus petits, des lots plus grands. On a l'obligation aujourd'hui pour transférer ce lot à notre acheteur, une fois que les 34 camions sont arrivés à destination sur Rouen et que notre stock est de 1020 tonnes, pour le transférer, je vais uniquement parler de PS parce que c'est le principal facteur limitant, il faut qu'il soit de 76 minimum pour pouvoir le transférer à notre acheteur. Si on n'a pas le 76 minimum, aujourd'hui, en fait, il faut qu'on l'ait, il n'y a pas le choix. Donc, il faut qu'on puisse être dans la capacité. Soit du coup, on ne l'a pas et donc du coup, on vient tout simplement résilier notre contrat, qui a évidemment des impacts. Mais en tout cas, sinon, l'objectif, c'est de pouvoir transférer le lot avec du 76 de PS. Aujourd'hui, sur Rouen, les grilles de réfaction, elles sont situées comme ça. La grille de réfaction en blé meunier, jusqu'à évidemment tout ce qui est au-dessus de 76, on n'en parle pas. Alors, vous êtes souvent assez nombreux à nous demander au-dessus de 76, est-ce qu'il y a des bonifications? Dans le cadre de Rouen, ils achètent du blé 76 de PS, en tout cas nous dans les contrats qu'on a avec eux, minimum, mais évidemment si on livre du 77, du 78 ou du 79, ou du plus, mais cette année on n'en voit pas beaucoup, ça vient améliorer notre moyenne de lot, ce qui va nous permettre de livrer également des camions avec des plus petits PS. Mais par contre, on n'aura pas de bonification, on ne va pas nous payer plus cher parce que le lot est supérieur à 76. Ensuite, entre 74 et 76 de PS, on a une réfaction qui est évidemment qui est toujours un peu embêtante à accepter, mais qui est assez classique chez tout le monde, c'est-à-dire du 1% du prix par point de PS. Donc, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, à 200 € tonne, on est à 75 de PS, 1%, ça fait 2 € tonne, du coup, on sera payé 198. La réfaction est de comme ça et c'est assez général chez tout le monde. Et ensuite, la problématique qu'on a sur Rouen, c'est que dès qu'on arrive avec des camions en dessous 74 de PS, nous avons un déclassement et le camion est passé en blé fourragé. Donc voilà. Et de toute façon, si ce n'était pas le cas, comme cette année,
quasiment pas de camions c'est-à-dire que si la moyenne devrait être à 76, si on livre un 74, ça veut dire que de l'autre côté, il faut livrer un 78. C'est simple, cette année, on en a très peu. Donc, ce serait très compliqué de livrer des moyennes de l'eau à 76. Donc, aujourd'hui, 74, à Rouen, c'est déclassé en blé fourragé. Ça, c'est la grille de réfaction sur Rouen en blé meunier. Si on parle des blés fourragés, les blés fourragés, c'est un peu différent. Donc du coup, la grille de réfaction en blé fourragé, elle est jusqu'à et au-delà de 74, on n'a pas de réfaction. Donc là, pas de débat. Par contre, à partir du moment où on est entre 74 et 69, donc ça descend quand même assez bas, on a une réfaction de 1% du prix par point de PS. Donc voilà, un petit peu comme on le parlait tout à l'heure, entre le 74 et le 76 pour du blé meunier. Et ensuite, là où on a une vraie problématique cette année, c'est pour les PS qui sont encore plus faibles, c'est-à-dire en dessous de 69. Aujourd'hui, comme l'ensemble des débouchés trouvent de la marchandise entre 69 et 74, il est malgré tout très compliqué de mettre à disposition de nos acheteurs des lots en dessous de 69 de PS. Aujourd'hui, quasiment, ils ne nous les acceptent pas. On a déjà eu des refus de camions. Donc du coup, aujourd'hui, il est très risqué d'aller livrer des camions en dessous de 69 de PS. On est quasiment sûr d'aller sur un refus ou alors une réfaction qui est bien au-delà de 1% du prix par point de PS. Donc voilà, c'est vraiment une qualité qui est très particulière à travailler cette année. Donc voilà pour la grille de réfaction, un petit peu qu'il y a sur Rouen et sur en blé fourragé ou en blé meunier. Je vais regarder s'il y a des questions à ce stade. La norme PS sera-t-elle revue à la baisse? Aujourd'hui, la norme PS n'est pas revue à la baisse. C'est-à-dire que sur Rouen, il y a des contrats en blé fourragé qui ont été mis en place, ce qui est pas une norme. Hein. Normalement, on n'a pas autant de blé fourragé qui se traite sur Rouen, mais quand nous, du coup, nos blés en dessous de 74, nos camions arrivent et donc du coup sont déclassés en blé fourragé, et bien du coup, on a un stock de blé fourragé qui commence à se mettre en place du coup sur Rouen. Et donc du coup, forcément, il y a des bateaux qui se mettent en place en blé fourragé. Mais par contre, aujourd'hui, des acheteurs de blé PS76 ne voient pas à la baisse leur copie. Ils vont peut-être essayer d'acheter du blé ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la France. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils nous demandent soit de résilier les contrats, ou soit nous proposent des réfactions. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ne disent pas « OK, pour le même prix, je veux bien accepter du 74 ». Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, derrière un PS inférieur, nous, on est lié à une réfaction. Autre question, quand on livre du PS 80 ou 82, les autres années, pas de bonus. Je suis d'accord avec vous, on n'a pas de bonus lorsque les PS sont à 80, 82, même cette année. Donc voilà, ça aide les PS, on va dire, de meilleure qualité, vont aider à homogénéiser les lots et vont aider à avoir des moyennes de lots qui sont plus intéressantes. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de bonification pour des PS à 80 ou à 82. En tout cas, nous, on n'est pas sur ce type de contrat. Quand allez-vous acheter du blé améliorant? Alors ça, c'est une question différente. Du blé améliorant, on n'en fait quasiment pas. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, on n'en achète quasiment pas. Un tout petit peu pour la meunerie, mais ce n'est pas des gros sujets chez nous. Y a-t-il des bonifications sur les protéines? C'est pareil que sur le PS aujourd'hui. Sur la partie protéines, les protéines mini sont de 10, enfin la base est de 11 pour un minimum de 10,5. Et donc, et pareil, si on livre du 11,5, du 12 ou du 13, ça va nous permettre d'améliorer nos moyennes, mais par contre, on n'a pas de bonification sur nos protéines. Alors, c'est une bonne question. Pensez-vous que sur le secteur de la nutrition animale, il y a la capacité à absorber l'ensemble des blés fourragés, sachant que eux ont des exigences de plus en plus élevées, car enfin bref. Oui, c'est une vraie question. Nous, on a beaucoup du coup de lots maintenant qui sont vendus. Enfin, vous avez pris également l'ampleur de la problématique en blé. Donc, vous vendez de plus en plus de blé fourragé. Donc, évidemment, du coup, ça concentre les volumes. Et d'ailleurs, on a vu la prime en fourragère baisser sur les FAB. Donc, du coup, quand je dis les FAB, c'est les fabricants d'aliments du bétail. Et donc, du coup, oui, évidemment, on a des volumes du coup qui deviennent assez conséquents sur soit le portuaire en fourragé ou soit vers les fabricants d'aliments du bétail. Évidemment, aujourd'hui, ils ont la capacité de l'absorber parce que sinon, ils ne nous accepteraient pas, ils ne nous proposeraient pas des contrats. Ils ne proposeraient pas des contrats. Donc, évidemment, quand ils nous proposent un contrat, nous, on y répond, c'est qu'ils ont la capacité de l'absorber. Par contre, ça va être la logistique. Habituellement, on a une logistique qui est très axée sur du Rouen. Et là, du coup, on se rend compte qu'on va être une logistique qui va être très axée sur des débouchés tels que la Bretagne, la Sarthe, les Pays de Loire, là où il y a des fabricants d'aliments du bétail, ou également la Belgique. Donc voilà, ce qui m'inquiète plus, c'est plus la logistique que
que la capacité à avaler les volumes. Sur le volume global français de blé fourragé, les fabricants d'aliments ne pourront pas tout absorber. Non, Donc, ils il y a pourront une pas grosse tout partie qui part aussi sur le portuaire. Donc alors, vu que Hector n'est pas derrière l'écran, je répète au cas où, c'est pour ça qu'il y a eu aussi également des contrats qui ont été faits sur Rouen en blé fourragé pour accepter, absorber également ce volume, parce que non, d'un point de vue global, les fabricants d'aliments ne pourront pas tout absorber. J'ai une autre question, Adberg. Réfaction sur l'Adberg. Aujourd'hui, sur l'Adberg, oui, il y a eu des réfactions. Alors, moins parce que on a eu moins de problématiques sur les Adberg. Malgré tout, en Adberg, la norme, elle est de 220 de temps de chute. Et donc, du coup, on a eu des déclassements parfois lorsque des lots arrivaient relativement bas. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est pas très homogène parce que parfois, il y a des mauvais Adberg qui sont passés. Et parfois, on s'est fait rappeler à l'ordre. Donc, quand ça passe, j'ai envie de dire, c'est plutôt un coup de chance. Mais malgré tout, la norme à Rouen, c'est du 220 mini. J'ai toujours les mêmes questions en PS. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une prime lorsqu'on a plus de 80 PS? Je viens de le dire. Et non, on n'en aura pas. En tout cas, cette année, on ne nous propose pas. Donc voilà. En orge, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'orge. En orge, on avait moins cette problématique de PS. Alors ça dépendait des secteurs, hein. On l'a eu évidemment, c'était un facteur limitant, mais moins que ce qu'on connaît sur le blé. Et donc, est-ce qu'il y aura des acheteurs pour des PS plus faibles? Sachant que les acheteurs en orge, en grande partie, sont des fabricants d'aliments, il est probable que malgré tout, on puisse présenter ces lots à des fabricants d'aliments. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont entre les mains des lots avec des PS normaux. Donc évidemment, quitte à choisir, eux préfèrent avoir du PS normal plutôt que tout de suite absorber des PS plus faibles. Donc j'espère que sur le reste de la campagne, on va pouvoir ouvrir des contrats avec des PS différents. Alors, ensuite, on arrive sur des coûts. Donc, Amy, je vais continuer ma présentation et on va parler un petit peu des coûts. Donc, pour parler des coûts sur la partie réfaction et notamment sur le PS. Et pourquoi ça a des impacts qui sont très importants et pourquoi les réfactions cette année coûtent cher et surtout en début de campagne. Avant de vous présenter le pourquoi, j'aimerais juste qu'on recalcule ensemble un prix départ ferme parce que si on ne comprend pas ça, quand on vous le présente par téléphone, on a souvent cette question, mais pourquoi je ne comprends pas? Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, pour calculer un prix départ ferme, voilà comment ça se compose. On a le matif. J'ai pris un exemple, ce n'est pas la réalité. Là, je prends un exemple. Le matif est à 200 € tonne. Et ensuite, derrière, on a l'acheteur qui greffe une prime. Elle peut être positive ou négative. La prime de l'acheteur vient refléter l'appétence de cet acheteur. Et là, je prends l'exemple de Rouen. Par exemple, si je dis que la prime, elle est de moins 2 € tonne, c'est ce que j'ai pris dans mon exemple, si vous voyez ma souris, du coup, je l'entoure, de moins 2 € tonne, c'est-à-dire que l'acheteur n'a pas forcément d'appétence pour acheter des lots de céréales. Quand elle va monter, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu au cours de la campagne, c'est-à-dire que l'appétence est de plus en plus forte. Donc, ça fait un prix rendu à Rouen de 198 € tonne, c'est-à-dire le matif moins la prime de l'acheteur. Ensuite, évidemment, il faut enlever le transport. J'ai pris un exemple de 10 € tonne. Ça dépend où vous êtes. Ne vous fiez pas là-dessus. Donc, ça ferait un prix départ de l'OS. L'OS, c'est l'organisme stocker, c'est-à-dire le négoce, donc de 188 € tonne. Et ensuite, il faut enlever la marge de l'OS. Alors, j'ai mis 5 € tonne. C'est un exemple, à savoir, on a un type de négoce où on est en dessous de ça et d'autres qui sont au-delà de ça. Donc, je prends une moyenne à 5 € tonne. Donc, ce qui ferait un prix départ ferme de 183 € tonne. Toutes ces composantes, entre la prime, le transport et la marge de l'OS, créent la base. La base, c'est la différence qu'il y a entre le matif et le physique départ ferme. 17 € tonne dans ce cadre-là. Il faut bien qu'on ait ça en tête pour comprendre les réfactions, comment elles sont établies cette année, parce qu'en fait, il y a un vrai effet de marché. J'y vais tout de suite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la prime de l'acheteur, car c'est la raison pour laquelle il y a les plus gros impacts des classements en termes de prix. Donc, la prime de l'acheteur, et je n'ai pas pris moins 2 € tonne de façon de pur exemple, j'ai pris ça parce que quand on a vendu nos céréales au mois de mars en 2021, donc on n'avait pas encore récolté, on a vendu des céréales sur juillet-septembre et sur octobre-décembre, on a vendu du blé, la prime des acheteurs était de moins 2 € tonne. Donc voilà, donc nous, on a vendu du blé avec une prime de moins 2 € tonne. Il s'est avéré que au mois de septembre, donc au moment des livraisons de nos camions, la prime, elle a évolué. C'est-à-dire qu'on est passé de moins 2 € tonne à plus 8 € tonne. Donc, ça a fait plus 10 € tonne. Pourquoi? Parce que les acheteurs de blé 76 se sont rendus compte de la rareté du produit, de la tension qu'il y avait sur le marché. Et donc, on se retrouve avec une demande d'acheteur qui est plus forte
que l'offre, parce que du coup, tout simplement, on a moins de PS76 dans nos fermes. Donc du coup, la prime évolue à la hausse de plus 8 eurotonnes. Et à contrario, la prime fourragère, donc là qui est en train de se constituer sur Rouen, elle est de moins 26 eurotonnes, c'est-à-dire que les acheteurs de blé fourragé sur Rouen, eh bien, du coup, achètent à moins 26 eurotonnes. Ça, c'est leur prime qu'ils nous proposent pour acheter du blé fourragé sur Rouen. Donc quand on arrive avec un camion de blé sur Rouen, du coup qu'on avait vendu à moins 2 eurotonnes par rapport au matif, on se retrouve aujourd'hui à racheter, si le camion il est en dessous de 74, à racheter à plus 8 eurotonnes pour honorer notre contrat, nous, en blé meunier, et à reclasser le camion en fourragé à moins 26 eurotonnes. C'est simple, la différence, du coup, est de 36 eurotonnes. 36 eurotonnes, aujourd'hui, c'était les frais de déclassement sur lesquels nous, on était liés dès le mois de septembre, lorsque les camions étaient déclassés sur Rouen. Ce qui est cher, ce qui est très cher, on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir des réfactions de ce type, mais c'est la différence de marché et la prime des acheteurs qui a fait que la décote était très importante. Alors attention, tout le monde n'a pas eu cette décote-là, parce que là, je prends, si on a vendu à moins 2 eurotonnes au mois de mars, alors en fonction de vos dates de vente, etc., ça a pu changer un petit peu la donne. Je prends vraiment un exemple quasiment des plus extrêmes, donc, mais je le fais volontairement. A contrario, sur octobre, les différences et les réfactions devraient, alors évidemment, elles sont toujours difficiles à avaler, mais malgré tout, devraient être moins douloureuses. Tout simple, si je peux utiliser ce terme-là, parce que sur octobre, la prime aujourd'hui à l'achat sur Rouen est de plus 6 eurotonnes. Donc, c'est-à-dire que le rachat d'un blé meunier va nous coûter 8 eurotonnes et le déclassement en blé fourragé, moins 12. Donc, en gros, là, sur octobre, novembre, décembre, alors attention, hein, là, ça serait de moins 20 eurotonnes à l'instant où je vous parle. Par contre, ça peut évoluer en fonction des évolutions des primes des acheteurs en blé meunier, mais également des acheteurs en blé fourragé. Voilà, nous, comment on explique aujourd'hui la différence de marché, ou en tout cas les frais qui peuvent être liés au déclassement des blés. Et donc voilà, donc c'était hyper important aussi qu'on puisse l'expliquer aujourd'hui, parce qu'entre les différences de marché et l'évolution du marché et la pénurie, en tout cas le manque d'offres en blé 76 crée des écarts de primes qui sont difficilement supportables. Et ça, on l'entend. Là où moi, je veux qu'on fasse très attention, et après, je vais reprendre les questions parce que je pense qu'il y en a eu, et je termine là-dessus, et après, je reprends les questions. C'est sur le PS. Attention à la mesure des PS. On retrouve des fortes différences entre ce que vous nous annoncez, ou ce que même nous, parfois, on peut retrouver dans les analyses que l'on fait, nous, au bureau, au laboratoire, et également ce qu'on peut retrouver sur ce qui est livré à Rouen. Des années comme ça, en fait, où on a des PS qui, en plus, quand on passe en dessous 74, où du coup, il y a une réfaction et un déclassement en blé fourragé, et qui est malgré tout assez coûteux. Évidemment, on fait tous attention à ça, et l'objectif, c'est de surtout pas être en dessous le 74. Malgré tout, parfois, on y est. Et bien évidemment, pour le 0,1, le 0,2 points qui nous fait passer en dessous, et bien du coup, on a toujours envie de discuter, sauf qu'aujourd'hui, on a vraiment une grosse différence entre les différents points de PS, entre les différentes machines que les gens utilisent. La méthode officielle utilisée à Rouen s'appelle la méthode Nilema-litre, pardon pour le terme, Nilema-litre, c'est vraiment la méthode utilisée, et que eux retiennent sur Rouen. Donc aujourd'hui, parfois, les silos ou quoi que ce soit ne sont pas équipés d'outils qui permettent cette méthode. Donc il faut vraiment faire attention. Oui, on l'entend parfois, oui, mais moi j'ai trouvé 74,5 ou 75, et nous à Rouen on tombe à 73 ou ce genre de choses. Évidemment, on fait le maximum pour réussir à homogénéiser l'état et faire des moyennes de l'eau. Malgré tout, parfois on se retrouve avec des écarts difficilement explicables, si ce n'est que entre les prises d'échantillons dans les camions et les prises d'échantillons chez vous, et les méthodes de calcul, ou les méthodes d'analyse et les outils utilisés, fait qu'on se retrouve avec des PS différents entre les départs et les rendus. Autre chose, parfois on nous dit où sont faits les échantillons, comment ça se passe sur Rouen, etc. Je prends l'exemple de Senalia pour les avoir eu au téléphone et pour en avoir discuté avec eux. Aujourd'hui, sur un des silos, par exemple, il y a 3 sondes qui plongent dans le camion et qui commencent à aspirer au moment où la sonde rentre dans le haut du tas, dans le haut du camion, jusque dans le bas du camion. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire ils sont tombés sur le mauvais. Malgré tout, c'est un mélange de 3 sondes de haut en bas du camion.
Donc malgré tout, ça reste des choses malgré tout assez homogènes. Alors où vraiment coup de pas de chance, on est tombé sur le mauvais. Mais en tout cas, malgré tout, le problème c'est que eux, ce qu'ils retiennent, c'est cet échantillon-là. Donc voilà aujourd'hui pour l'explication des différences de qualité, des différences de prix qu'il peut y avoir entre les différentes qualités qu'on a en rendu portuaire ou même en rendu fourragère. Évidemment, c'était assez dur et les réfactions étaient assez dures sur le début de la campagne. Elles seront complètement différentes sur le reste de la campagne. Et donc voilà. Alors du coup, je vais prendre vos questions. Là, je les avais pas. Je vais les prendre, à mon avis, je vais en avoir pas mal. Alors, tac, tac, tac. Comment se situe le niveau de PS en Europe? Très bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Je sais que sur l'Europe de l'Est, l'ensemble des qualités, en tout cas, sont limites. Il y a quand même des exportations qui se font, donc c'est qu'il doit y avoir des bateaux qui partent aux normes. J'ai pas forcément la réponse, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc à la limite, je préfère la garder en deux côtés et de se dire qu'on peut répondre par mail plus tard, à part si les gars, vous avez une partie de la réponse. En Allemagne, sur le nord de l'Allemagne, les PS sont relativement bons. Donc le nord de l'Europe, des bons PS qui permet de répondre à certains cahiers des charges de pays importateurs aujourd'hui. Par contre, c'est des volumes qui seront aussi assez restreints, donc qui permettront pas d'avoir une réponse tout au long de l'année. L'Adberg est-il regardé? Oui, l'Adberg est regardé, hein, comme annoncé, les Adberg, quand on vend du blé, surtout avant la récolte, avant la moisson, et même encore aujourd'hui, on vend du blé 76, 220, 11, 76 de PS, 220 de temps de chute Adberg, 11 de protéines. Le 220, il est regardé. Malgré tout, en fait, on a pas mal de lots qui arrivent à 260, 280, on en a aussi qui arrivent à 220, etc. Donc souvent, ceux qui arrivent en dessous, on arrive à les moyenniser dans nos lots. Attention, c'est pas une généralité. Parfois, on a des camions qui sont refusés pour cause d'Adberg ou déclassés, mais on va dire que c'est pas la généralité cette année. C'est vraiment l'EPS qui pêche. Le blé fourragé ne devrait-il pas logiquement se rapprocher du prix de l'orge fourragère à terme? Alors, le prix du blé fourragé, évidemment, on peut imaginer, ou en tout cas, que l'écart entre le blé fourragé et le blé meunier devrait grandir. Parce qu'évidemment, on a un blé meunier qui est recherché et qui est peu présent face à un blé fourragé qui est en tout cas prédominant. Donc on devrait en effet retrouver un gap entre les deux qui est grandissant. De là à se dire que ça va retrouver l'orge fourragère, c'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fabricants d'aliments du bétail, dans la ration, ils vont pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas un gros delta. Aujourd'hui, les fabricants d'aliments du bétail, dans la ration, ils peuvent mettre en céréales, ils vont mettre du maïs, de l'orge ou du blé fourragé. Donc, évidemment, faut se mettre dans leur position où, d'un point de vue économique, ils vont essayer de faire le meilleur ratio entre qualité d'aliment et coût de l'aliment. Donc, évidemment, si à un moment donné le blé peut avoir tendance, alors pas à baisser parce qu'on a dit tout à l'heure, en tout cas le blé reste ferme, voire aussi en termes d'analyse. Par contre, le gap entre le blé fourragé et le blé meunier peut tendre, et donc pourquoi pas, si j'ai envie de répondre à cette question, même si c'est un petit peu dur, peut-être se rapprocher, pourquoi pas. Aujourd'hui, après, sur les orges fourragères, c'est le marché à l'export est très faible. Il y a très peu d'acheteurs au niveau mondial sur les orges, donc on voit des primes d'orges fourragères à Rouen ou sur les autres ports qui baissent. Sur le marché intérieur, il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs non plus. En ce moment, c'est principalement la Belgique qui achète encore de l'orge, donc c'est le marché nord communautaire qui tient. Après, on a déjà vu, comme avant la moisson, le prix de l'orge était supérieur au prix du blé parce qu'il y avait énormément de bateaux prévus sur la Chine, une demande plus importante que l'offre à ce moment-là, plus d'appétit pour de l'orge que du blé. Donc la prime d'orge était supérieure à la prime du blé. Et sur la période de moisson, c'est vrai qu'on avait des prix d'orge supérieurs au blé. J'ai une autre question. Quel est l'impact du PS faible sur les fabricants d'aliments du bétail? Au port, on comprend que le tonnage transporté dans les bateaux sera plus faible, mais pourquoi les réfactions liées au PS chez les fabricants d'aliments du bétail? Alors déjà, pourquoi il y a des réfactions? C'est que c'est une norme. C'est-à-dire que toute norme normalement doit être respectée, surtout quand on la contractualise. Et donc forcément, à partir du moment où il y a un levier de pression, et notamment
quand il est financier, quand un acteur peut l'actionner, il le fera. Ça, c'est une première chose. Donc aujourd'hui, pourquoi cette norme d'ailleurs du coup maintenant et pourquoi le PS a un impact chez un fabricant d'aliments? Il est tout simplement déjà de rendement. Rendement de l'usine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez faire passer plus de volume pour avoir le même rendu en farine, hein, quand je dis en farine, c'est chez des meuniers ou chez des fabricants d'aliments, et bien du coup, on se retrouve forcément avec une usine qui doit tourner, alors je ne vais pas dire 2 fois plus, hein, mais un petit peu plus pour avoir le même rendement. Donc le PS n'est pas forcément un impact qualitatif, mais plus un impact rendement. Je vais essayer de les passer. Les volumes sont croissants, n'est-ce pas Alors, vos volumes sont croissants, n'est-ce pas le moment de réduire votre marge d'OS unitaire? Ah, bonne question. Alors, c'est même pas une question si c'est une remarque ou quoi que ce soit. Alors, je pense qu'en termes de marge, on est quand même relativement compétitif. On fait le maximum. Il faut qu'il y ait après un juste équilibre entre la marge et la capacité logistique, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on fait plus de volume qu'on va être en capacité de réduire les marges. Ou en capacité, on va dire, c'est pas parce qu'on fait plus de volume qu'on va avoir des meilleurs prix, etc., etc. Donc voilà, on fait plus de volume parce qu'on essaie de bien exécuter, on essaie d'être le plus carré possible, on essaie de mieux répondre à vos besoins. Et donc le fait que, la marge aujourd'hui que Comparateur Agricole prend, je vous promets qu'elle est la plus optimisée possible. Donc voilà. Après, évidemment, il peut y avoir des prix qui sont plus ou moins compétitifs sur le marché. Ça va dépendre évidemment des acteurs, s'ils sont en avance ou en retard, s'ils ont envie d'aller chercher des parts de marché, etc., etc. Mais en tout cas, nous, la marge est la même depuis la création de l'entreprise à aujourd'hui. Et ça, du coup, on n'a rien changé là-dessus. Que veut dire OS? Excusez-nous si c'est vrai qu'on parle parfois d'OS. OS, c'est organisme stockeur. Organisme stockeur, en gros, c'est négociant, c'est l'agrément nécessaire pour devenir négociant. Donc, en gros, c'est un acheteur de céréales est un OS. Et coopérative aussi, quand je dis négociant et coopérative. Je suis surpris de la question de la base. L'hiver sert à ça, ça sert à ça les formations. Je suis d'accord. La base, tout le monde doit la connaître, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors du coup, il y a une remarque d'un agriculteur comme quoi beaucoup de machines dans les négociants sont homologuées pour l'humidité, mais pas pour les PS. Bien regarder si l'appareil est contrôlé humidité et PS. Alors du coup, comme là, je vous laisse gérer ça pour vous avec vos négociants locaux. En Lituanie, un agriculteur dit qu'il n'y a pas de problème de qualité. Merci pour le retour. Les blés de qualité supérieure à 76 ont-ils une chance d'avoir un prix majoré au printemps? C'est une bonne question. On peut s'attendre à ce que la prime portuaire en 76 reste ferme parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'offres. J'y vais avec des pincettes. C'est très difficile de spéculer sur l'avenir du marché, sur l'avenir de la prime. D'ailleurs, on ne l'avait pas vu venir comme ça, hein, d'ailleurs, au cours de la moisson. Mais en tout cas, il y a fort enfin voilà, on peut imaginer. Alors, le marché dans sa globalité, aujourd'hui, il est ferme. La prime en blé meunier, on peut imaginer que pour le moment, elle reste ferme. Y a-t-il beaucoup de retours de rendement de moisson de maïs? Donc là, on passe sur un autre sujet sur le maïs. On a quelques agriculteurs qui commencent à battre. Alors, je suis sur les premiers retours de rendement que l'on a, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup d'écart et c'est assez normal entre le maïs irrigué et le non irrigué. Les premiers échos de rendement que l'on a, c'est qu'il y avait une dizaine ou une quinzaine de quintaux d'écart entre les deux, ce qui est plutôt pas mal pour les non irrigants. En même temps, c'est normal, on a fait peu de tours d'eau pour les irrigants par rapport à des années, j'ai envie de dire, normales enfin, moi, je prends l'exemple de la Beauce, là où on est agriculteur. Et les échos de rendement que l'on a sur les premiers, les gars, on avait du 100 quintaux. C'était du sec, ça? Ouais. Sec, 100 quintaux en non irrigué, 115 en non irrigué, 100 quintaux, pardon, et en irrigué, 115. C'est sur les premiers maïs battus avec des indices sûrement un peu plus faibles. Donc attention à voir sur la suite. En Beauce. Système de matière sèche. C'est dommage que l'Euronext Azote mis en place il y a quelques années n'ait jamais été assez liquide. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on n'a pas de transparence sur le marché des engrais. Je ne peux pas revenir là-dessus. Et là, j'en ai pas assez puissant pour revenir là-dessus.
J'avais une question tout à l'heure en anglais sur les Biélorusses. Pourquoi ils ont été bloqués leurs exportations? Pourquoi ils ont été bloqués de leur exploitation? En fait, c'est suite à qui a été dérouté. Alors, dans ce cas-là, Louis, je t'invite à parler plus fort et à me rejoindre pour répondre à cette question. Donc, la question, c'était pourquoi les Biélorusses sont interdits à l'export? En fait, les Biélorusses ont été. Et on parle d'engrais. Ouais. On est revenu sur l'engrais. Les Biélorusses ont été interdits d'exporter notamment certains produits. En fait, le problème, il est un peu bête, j'ai envie de dire, à la base, parce que c'est suite à l'avion qui a été dérouté. Alors, je ne sais plus exactement quand. Mais ça avait fait un petit peu polémique à l'époque, cet avion qui avait été dérouté. Et du coup, en fait, c'est l'Union européenne, suite à cela, qui a décidé de sanctionner économiquement le pays. En fait, vu que la Biélorussie a de fortes ressources naturelles, notamment en NPK, et également elle a en sa possession du gaz via la Russie. Donc les sanctions économiques, ouais, ont été de bloquer leurs exportations sur certains produits, notamment sur l'azote liquide, ce qui fait que forcément ça fait, la Biélorussie étant un gros exportateur, ça fait un certain volume en moins sur le marché. Voilà. Il y a aussi autre chose, il faut savoir que eux, du coup, ils exportent, je prends l'exemple de leur solution azotée, toute la campagne, les Américains ont acheté leur solution azotée plus cher que nous. Donc aujourd'hui, c'était assez simple pour eux aussi de faire le choix de se dire, est-ce que je fournis la France ou les États-Unis qui aujourd'hui achetaient la solution azotée plus cher. Contrat à maïs 2022, octobre-décembre, est-ce que c'est déjà possible? Pas encore. Pour l'instant, en maïs 2022, les acheteurs ne sont pas positionnés. Là, étant donné que c'est vraiment envers des fabricants d'aliments, en général, ils ne se positionnent pas sur du si lointain, en plus sachant que le prix est déjà très élevé actuellement. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à en avoir malheureusement. Ensuite, je continue sur les questions. Il en reste. Je vais vous dire, parce que si vous êtes derrière l'écran, après vous allez vous dire bon, 1, 2, 3. Ouais, il en reste pas mal quand même. J'essaie d'aller vite. Le point protéines coûte très cher à l'achat pour les fabricants d'aliments, surtout au niveau des prix des tourteaux qui sont élevés. Pourquoi alors ne pas valoriser les points protéines du blé? C'est une bonne question. Aujourd'hui, les contrats de céréales, le problème, c'est qu'ils ne sont pas rédigés comme ça. Donc aujourd'hui, sur les contrats de céréales, les protéines, au-delà de 11, ne sont pas valorisés. Donc aujourd'hui, quand ils ont des contrats à plus de 11, tant mieux pour eux, mais j'ai envie de dire, ils ne nous permettent pas de mieux les valoriser. Donc évidemment, nous, on n'a pas des euros en plus qu'on vous donne pas. Vraiment, ce qu'aujourd'hui on vous annonce sur le marché, c'est la réalité. Ce que nous, on vend du 11 de protéines, que ce soit sur Rouen ou chez les fabricants, ou du 10,5 parfois chez les fabricants. Et donc vraiment, aujourd'hui, on n'a pas de bonification si on livre mieux que ça. Alors attention, parce que là, on pourrait se dire que le taux de protéines sont excellents cette année, à écouter ça. Non, moi, je regarde les livraisons que l'on a. On n'a pas non plus des taux de protéines exceptionnels non plus. On est aux normes. Comment ça se passe si le blé est à plus de 16 d'humidité? Bonne question, on n'a pas parlé de l'humidité cette année, on n'en a pas parlé pendant la réunion, mais c'était un vrai sujet parce que on a fait un peu le forcing cet été au vu des conditions de moisson qu'on a eues. Jusqu'à 16 d'humidité, nous les acheteurs et sur Rouen, ils nous retirent le poids d'eau. Attention jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire qu'il y a un certain stade, soit on passe en séchage, et malgré tout à Rouen, c'est pas leur métier, donc ça coûte relativement cher. Voire même, on a eu même des camions qui ont été refusés sur Rouen. Donc, il faut quand même qu'on fasse attention à ça. Bon, évidemment, cette année, il fallait faire le choix entre récolter humide et en tout cas récolter tout court. Et parfois, on n'a pas eu la possibilité, même en fin de période, de rentrer du blé sec. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de blé qui se retrouvent entre 15 et 16 d'humidité, on n'en a pas beaucoup au-dessus, en tout cas là, nous, dans ce qu'on livre à Rouen. Et donc souvent, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une remise aux normes, c'est-à-dire qu'ils enlèvent juste le poids d'eau, mais il n'y a pas de frais de séchage. J'ai exactement la même question. Que se passe-t-il si plus de 16 d'humidité? On vient d'y répondre. Continuez comme ça, etc. Super. Merci pour ceux qui nous encouragent. Bonjour à Marie-Sophie. Je pense que Marie-So, tu es derrière l'écran, donc sache que tu as le bonjour de certains agriculteurs.
Avez-vous des débouchés pour des productions HVE? Donc HVE pour tout le monde, c'est haute valeur environnementale. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des débouchés qui sont en train de se mettre en place, mais ça va être des contrats filières. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de débouchés, que ce soit en portuaire ou chez les fabricants d'aliments, qui se mettent en place, en tout cas de valeur palpable et avec des vraies primes HVE, où on pourrait se dire, ah, on met quelque chose en place. En tout cas, quand je vois par exemple avec le GES, où réellement il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, qui est un peu plus compliqué cette année, mais qui malgré tout a été vraiment un beau ratio entre le travail qu'on avait à fournir et également la rémunération. Aujourd'hui, sur le HVE, on n'a pas de débouché avec des valorisations sur le marché. J'avais entendu parler de contrats chez certains OS à plus 5 ou plus 10. Clairement, ce n'est pas nous aujourd'hui ceux sur lesquels on arrive à se positionner à l'instant T. J'ai des demandes sur le tournesol. Les gars, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point tournesol? Oui, donc très rapidement. Et après, il nous reste 3 questions, donc on en finira après. Donc globalement, en tournesol, je vais être assez succinct, mais la tendance, c'est suivre clairement le prix de la graine de colza. Pourquoi? Comme on l'a montré sur le graphe de tout à l'heure, c'est qu'en fait les huiles végétales sont extrêmement corrélées pour aller dans les rationnements pour la fabrication du biodiesel, si vous voulez. Donc automatiquement, quand une huile part à la hausse, comme l'huile de colza, ça entraîne l'autre huile, l'huile de tournesol aussi à la hausse. Donc généralement, le tournesol du coup a tendance à suivre la graine de colza, même si on voit que la hausse n'est pas aussi importante, parce qu'en fait on a eu notamment des récoltes qui s'annoncent très prometteuses sur l'Ukraine et la Russie, et là pour les coups c'est vraiment les deux gros pays producteurs de cette marchandise. Donc c'est pour ça que le tournesol n'atteint pas les mêmes sommets que le colza, mais pour autant ça suit la même dynamique que le colza, et par conséquent ça devrait selon nous rester plutôt ferme là sur la période hivernale. Voilà. Et dernière, parce que du coup, j'ai croyé qu'il y avait des questions. On avait qui du coup nous quittait, nous disait merci pour l'intervention et à bientôt. Est-ce que vous avez eu l'idée de faire une sorte d'offre de groupement pour du gaz en citerne? Non, c'est pas notre métier. Donc du coup, non, et je pense qu'on ferait moins bien que ceux qui le font. Vraiment, nous sur la partie groupement d'achat, on a l'habitude de l'animer sur les engrais. Voilà, hein, c'est déjà beaucoup de travail. On a beaucoup de travail sur les engrais, les phytos, les semences en approvisionnement. Donc on va pas encore se rajouter, en tout cas à l'instant T, une corde à notre arc. L'objectif, c'est déjà de bien faire ce qu'on a entrepris. Donc pour le moment, non. Mais je pense que dans vos fournisseurs d'énergie, il doit bien y en avoir qui le font. En tout cas, je pense qu'il y en a qui, ou en tout cas, il faudrait plutôt leur soumettre l'idée à eux. Bonjour à Thomas Delatouche. Bonjour Thomas. Et merci pour les réponses. Et embauchez-vous chez Biagri. Il y a souvent des offres. En ce moment, l'équipe est au complet. Donc voilà, sûrement en logistique. En logistique, d'ailleurs, si vous connaissez, je profite d'ailleurs de cette question pour passer un message. Hein, mais en logistique, on va essayer de renforcer l'équipe parce qu'on voit que les volumes augmentent. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de continuer à avoir une bonne fluidité logistique et de mieux répondre à vos besoins parce qu'on voit bien que vous aussi, les acheteurs ont des exigences, vous aussi, il faut qu'on puisse répondre entre vos départs fermes, vos organisations, vos besoins de trésorerie, etc. Donc évidemment, on va essayer de répondre à ces besoins-là. Et donc l'équipe logistique, ça va être, je pense, l'équipe qui va se renforcer prochainement. Donc voilà, j'en profite également. Donc j'arrive au bout des questions. S'il y a encore des questions, surtout, n'hésitez pas. Et du coup, je conclus. Et s'il y a des questions qui arrivent, j'y répondrai. Merci d'avoir été si nombreux, parce que vous étiez 140 inscrits pour ce webinaire. Au final, c'est plutôt un bon format parce que vous avez été aussi pas mal de participants tout au long de la réunion. Alors évidemment, on préfère les réunions physiques. Hein. C'est beaucoup plus agréable de vous voir physiquement et il y a toujours ce côté convivial, soit du café ou soit de l'apéro ou soit du déjeuner. Donc évidemment, la visio casse un petit peu ça. Évidemment, on reprendra ces réunions hivernales et on a prévu d'être doublement présent pendant nos réunions hivernales parce qu'on a pas mal de choses à dire cette année en réunion de secteur. Donc voilà, et puis surtout parce que le Covid est derrière nous. Enfin, j'espère en tout cas, et il va nous permettre de travailler correctement cet hiver. Donc on espère venir à votre rencontre cet hiver et faire plus de réunions hivernales. Donc voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je regarde si on avait d'autres choses.
Alors oui, j'ai une remarque quand même malgré tout et je vais la prendre, hein. Vous avez bien expliqué les justifications des réfactions et cetera. Néanmoins, les pénalités sont dures parfois. Non, 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 parfois chez d'autres OS, elles sont moins pénalisantes. Alors, je l'entends, elles peuvent être moins pénalisantes chez d'autres opérateurs et à la limite, j'ai envie de dire, ça risque d'être normal pour la simple et bonne raison que pour un OS qui stocke, c'est-à-dire qu'il y a un stock dès la moisson. Déjà, il a une vision sur sa qualité qu'il a rentrée. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, il a un moyen d'homogénéiser ces lots, de les travailler, de les séparer et derrière de les faire rouler. Et ou en tout cas, à Rouen, d'avoir des lots qui sont un peu plus homogènes. C'est possible que cette année, du coup, sur cette notion-là, en tout cas sur ce début de campagne, sur le reste de la campagne, on verra bien, parce que là, du coup, je l'entends en nous disant, là, ça a été plus pénalisant, et j'ai aussi des échos de 50 € tonnes ou de 40 € tonnes, où au contraire, c'était pire chez certains. Donc voilà, donc vraiment, j'entends les deux sons de cloche. Il y a eu mieux, il y a eu moins bien, il y a nous. En fonction en tout cas nous de notre stratégie de mise en marché, voilà aujourd'hui sur le début de la campagne comment on a été lié sur les pénalités PS. Maintenant entre les différents OS, la façon de laquelle ils étaient exposés sur le marché, la façon de laquelle ils peuvent travailler leur lot, eh bien évidemment peut-être qu'ils peuvent faire des choses différentes en mieux ou en moins bien. Là, je vous laisse après libre de le constater par vous-même. Il y a autre chose qui est important, c'est que nous aussi, agriculteurs, stockeurs, il faut des années comme ça qu'on soit en capacité d'alloter malgré tout. Alors, je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Je suis aussi agriculteur, on stocke des céréales à la ferme et c'est toujours un peu difficile quand on a différentes qualités, mais on a des agriculteurs qui aujourd'hui passent leur temps à passer leurs graines au séparateur pour réussir à sortir des lots à 76 et ils y arrivent. Donc évidemment, les OS qui ont également des silos et qui peuvent le faire, eh bien c'est tout à fait normal et compréhensible qu'ils arrivent à le faire. Donc voilà, c'est peut-être la difficulté qu'on a sur ce début de campagne. Mais par contre, sur le reste de la campagne, à partir du moment où la différence entre le blé meunier et le blé fourragé va être, on va dire, différente ou plus fine, eh bien du coup, non, enfin, je vois pas pourquoi il y aurait des différences. Alors j'ai une question, est-ce que ça veut dire que si on expédie un camion à un PS de 68, ça engendre un retour et à quel coût? Ça engendre pas forcément un retour systématique du camion. On essaie de faire au mieux, nous, et on essaie de trouver les meilleurs débouchés et les meilleures solutions pour malgré tout ne pas avoir de retour de camion. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu cette année, parce qu'il y a vraiment eu des fois où c'était juste pas possible et les acheteurs nous disaient non, mais là je ne peux pas. Surtout encore plus cet été où en plus il y avait des besoins de blé meunier sur Rouen et que les blés fourragés n'étaient pas encore contractualisés. Donc c'était ultra compliqué. Donc on va faire le maximum aujourd'hui pour vous proposer les débouchés par rapport à vos PS et voilà. Et du coup, ça correspond au coût de transport. Oui, et demain s'il y a des coûts, évidemment, alors clairement, hein, nous sur les réfactions qu'il y a liées au PS ou liées à la logistique, etc. On parlait de marge tout à l'heure des entreprises. Nous, c'est pas quelque chose sur lequel on marge, on vous reflète la réalité du marché. Ça nous fait pas plaisir cette année de mettre des réfactions du coup sur les engagements. Alors déjà c'est pas systématique, on en fait un gros point là pendant la réunion, mais on a quand même un certain nombre de lots qui passent. Hein. C'est pas, on va dire que les problèmes de qualité de PS, on va dire, et on avait regardé, je pense que c'est environ 40% des volumes. Et après sur ces 40%, il y a encore 40% qui sont en déclassement. Donc évidemment, on en parle parce qu'évidemment, il faut parler des problèmes, mais il y a aussi plus de 60% des lots qui passent et sur lesquels on n'a pas de souci. Donc voilà. Et donc du coup, s'il y a des coûts qui sont liés, c'est vraiment les coûts que nous, l'entreprise, doit supporter vis-à-vis soit de la logistique, soit du déclassement. On entend Arnaud les envies de repas pour les réunions hivernales qui vont se préparer. Marisso, je te ferai retour d'agriculteurs qui te remercie pour le professionnalisme. Et un autre électeur qui nous dit merci pour votre intervention. Et donc, du coup, moi, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, à la limite, nous, on va toutes les reprendre et à la limite, on va essayer de faire un mail récapitulatif des différents points qui ont été évoqués pour que tout le monde puisse retrouver une réponse à sa question, si au cas où j'en ai loupé.
Encore une fois, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. On ne pensait pas réunir autant d'agriculteurs en visio. À bientôt. N'hésitez pas aussi à nous renvoyer des questions, même par mail, à vos responsables de secteur. Ils se tiennent à votre disposition, évidemment, s'il y a des retours. Encore une fois, l'entreprise fait son maximum pour aujourd'hui honorer ses contrats, essayer d'avoir les meilleures solutions possibles face aux qualités que l'on a. Sur tout ce qui n'a pas de problème, tant mieux. Sur tout ce qui a, en tout cas, soit DPS ou soit autre chose qui peut être limité, on fait le maximum pour réussir soit à l'homogénéiser dans nos moyennes de lot sur Rouen ou chez nos fabricants d'aliments. Maintenant, on est tous liés à un marché. Et donc voilà, sur le reste de la campagne, il faut juste qu'on ait conscience de ça. Attention, il y a encore beaucoup de volumes qui sont engagés en blé meunier. Moi, parfois, je suis surpris de voir des journées avec beaucoup de blé meunier engagés, alors que on se rend bien compte que quand même il y a des problématiques de PS et il faut bien qu'on en ait tous conscience. Donc voilà. Donc le but de cette réunion, c'était d'aborder tous les sujets, aussi bien l'analyse de marché en céréales, aussi bien en engrais, aussi bien sur la partie logistique, aussi bien sur les parties qualité. J'espère qu'on a répondu à une grande partie de vos besoins. J'espère que malgré tout ce format vous a plu. On vous dit à très bientôt, en espérant plutôt en physique, en termes de réunion hivernale. Et merci encore une fois d'avoir été présent et à bientôt.